Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, une réunion pour les élections URPS de la région PACA. Vous pouvez enfin voir à peu près tout le monde ici présent. C'est la liste à peu près complète. Il y en a un qui n'a pas l'image et l'autre qui n'est pas présent de tous les départements. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Vandewille, pharmacien dans le Vaucluse. Et j'ai pris la tête de liste de cette liste USPO pour la région PACA. On va présenter un peu tout le monde. Tous les départements sont ici présents. Du coup, ça mettra un visage sur les USPO de vos départements. Alors, on va commencer par Marie-Laure. Hein. Marie-Laure qui est dans le Vaucluse. Voilà, je te laisse te présenter. Oui, bonsoir. Marie-Laure Morénat, installée à Morières-les-Avignon, dans le Vaucluse. J'ai rejoint l'USPO parce que c'était évident, voilà, comme professionnelle de santé et non pas comme vendeur de boîte. Je pense que l'USPO est vraiment pour ça. Après, je suis très investie dans les CPTS. Voilà. Allez, on continue. Pierre Brébon pour les Alpes d'Haute-Provence. Pierre? Oui, je suis là. Je suis installé à Banon dans les Alpes d'Haute-Provence. C'est un petit village. Je représente plus la pharmacie rurale. Et je suis engagé depuis très longtemps avec l'USPO, qui a été le syndicat de proposition et à qui on peut attribuer véritablement de grandes victoires dans la profession. Et l'avenir que nous connaissons aujourd'hui, j'ai un fils qui est pharmacien. Et il n'était pas forcément engagé dans la pharmacie, mais il m'a dit il y a pas très longtemps, écoute, vraiment je suis content d'être pharmacien parce qu'on a maintenant un beau métier et un simple métier, comme tu disais Marie-Laure, de vendeur de boîte, ça aurait plu à personne et c'est pas vraiment notre rôle. On a véritablement un rôle de santé publique, une mission à accomplir. On le fait avec beaucoup de plaisir et tout ça, cette force de proposition de l'USPO. Merci Pierre. Bon, normalement, il y a Jean-Luc Fubiani des Hautes-Alpes. Je ne sais pas s'il est là. Sinon, Patrick Tamoudi. Il faut couper le micro de Jean-Luc parce qu'il doit être connecté 2 fois. Et donc, il vaut mieux couper son micro, il se présentera plus tard. Jean-Luc, coupe ton micro. Dans les Hautes-Alpes, sauf le président. Oui, ça y est, je pense être relié. Ça y est, je suis arrivé. Donc, Jean-Luc Fubiani, donc pharmacien à la Roche-des-Arnaud, dans les Hautes-Alpes, dans le 05. Je suis élu USPO à l'URPS PACA depuis 2010. Voilà, et pour moi, l'USPO, c'est un syndicat qui est efficace au quotidien et visionnaire pour tous les pharmaciens. Merci Jean-Luc. On va passer au petit troublion, là, on va passer aux Alpes-Maritimes, là, le 06, avec Cyril. Alors, je me présente, Cyril Colombani, je suis installé à Roquebrune-Cap-Martin. Alors, c'est perdu entre Monaco et la frontière italienne. Pourquoi est-ce que j'ai rejoint l'USPO? Eh bien, parce que j'ai reconnu dans l'USPO des valeurs qui me sont chères, de l'éthique, prendre soin des patients et surtout considérer dans tout ce que l'on fait le pharmacien comme un professionnel de santé. On l'a répété à plusieurs reprises, mais l'étiquette de commerçant, l'étiquette d'épicier qui est accrochée à nous depuis des années et des années, il a fallu des actes forts, il a fallu une vision, il a fallu du courage pour qu'on commence à l'effacer et redonner envie aux jeunes de faire ce métier-là parce que épicier, c'est pas le métier pour lequel on a signé et l'USPO a donné vie à un autre type de métier et aux pharmaciens de demain. Merci Cyril, on va passer au Var avec Marie-Paul. Alors, bonsoir, Marie-Paul Picard-Pinelli, installée à Saint-Maximal à Sainte-Baume, dans le Var, présidente USPO 83. Moi, j'ai rejoint l'USPO parce que j'ai trouvé que la vision économique à long terme était, ils avaient le fait de nous déconnecter des baisses de volume et de prix au niveau du médicament, avec une réforme que je qualifierais de très audacieuse,
a su nous replacer comme véritables professionnels de santé. Donc, comme mes collègues ont dit, on a souvent été considérés comme des pousseurs de boîte et moi, je n'ai jamais exercé mon métier ainsi. Donc, c'était le même regard que je partageais. Voilà. Merci Marie-Paul. Frédéric, toujours pour le Var. Eh bien, bonsoir, Frédéric Janin. Je suis pharmacien installé à Toulon dans le Var. Moi, j'ai rejoint l'USPO et donc les élections URPS pour développer des actions de santé. Je suis personnellement rodé au dépistage et aux entretiens rémunérés avec les mutuelles, grâce à mon groupement où je suis très investi. Et je veux partager cette vision du métier avec mes confrères de PACA. Ça a été dit à présent. Je pense que toutes ces actions au métier, ça représente véritablement l'âme du pharmacien. Et je veux continuer dans cette direction. Merci. Merci Frédéric. Toujours pour le Var, mais pas présent ce soir. Il y avait Michel Siffre qui est sur notre liste aussi. Michel Siffre nous a rejoint ce soir. Il avait une réunion importante. Il est président de sa CPTS. Donc, il n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Il est installé sur Bandol. Les gens du Var reconnaîtront Michel Siffre. Il nous a rejoint pour les bonnes raisons que vous venez d'entendre, pour toute la dynamique de l'USPO qui ne lui correspondait plus du tout au niveau de la Fédé. Ensuite, on va passer au 13, les Bouches-du-Rhône. Allez, Marguerite. Oui, bonsoir. Donc, Marguerite Cheng, je suis pharmacien installée à Septem-les-Vallons, tout près de Marseille. Donc, je crois que mes colistiers ont déjà donné de très bonnes raisons pour rejoindre l'USPO. Donc, à tout cela, moi, je rajouterais que j'ai choisi de venir à l'USPO tout simplement pour que les choses changent, voilà, et nous y travaillons pour que cela soit. Voilà. Merci Marguerite. Allez, Laurence. Bonsoir, donc moi je suis Laurence Ripoll, je suis installée dans la commune du Rove, un petit village de la Côte Bleue, près de Marseille. Je suis adhérente à l'UPSO depuis 6 ans. J'ai été séduite par le dynamisme de ce syndicat, enfin un syndicat qui, je trouvais, savait nous défendre, n'avait pas peur d'aller au front, et j'adhère complètement avec tout ce qui a été dit maintenant. Merci Laurence. Allez, place aux jeunes maintenant. François-Xavier. Bonsoir à tous, je suis installé à Marseille. J'ai la plus belle vue de vous tous, à mon avis. Hein. Moi, j'ai vu mer. J'ai rejoint le syndicat pour une raison simple, c'est que il faut faire évoluer les choses. Ce qui est cool, c'est que vous bougez tous et ça, c'est top, et qu'on ait une belle image parce qu'on a un beau métier et on a un métier qui évolue et il faut qu'on s'entraide tous et c'est ce qu'on fait avec l'USPO. Donc, c'est vraiment top. Merci à vous tous. Merci. Et enfin, pour finir, Patrick. Bonsoir à tous, je suis Patrick Raymond, je suis le président USPO 13. Je suis installé à Gémenos, un petit village des Bouches-du-Rhône. Je suis un ancien syndicaliste étudiant, j'ai fondé la Corpo Pharma. Après, je me suis installé assez rapidement en 2001. J'ai passé des années de galère jusqu'en 2017-2018. Je suis rentré à l'USPO en 2015 parce que c'est le syndicat, c'est un coup de fil d'ailleurs de Philippe Vandeville, c'est le syndicat qui me paraissait déjà avoir le nez creux. Ils avaient été courageux de ne pas signer la précédente convention, sentant que ça allait nous mener droit dans le mur. J'ai rejoint l'USPO parce que j'avais de nouveau envie de reprendre les armes et de défendre les confrères. Et ma profession, c'est pas pousseur de boîte, comme on l'a déjà dit, c'est professionnel de santé. J'ai fondé la CPTS du Pays d'Aubagne, qui a 155 professionnels de santé avec 90 médecins, une dizaine de pharmaciens. J'ai passé la main il y a quelques semaines, le président maintenant s'est incliné. Et je suis candidat sur la liste des URPS parce que je pense que à l'USPO, on a des idées. L'URPS, c'est un laboratoire, mais on vous en parlera un petit peu plus tard. Voilà.
Merci tout le monde. Juste pour info, pour tout le monde, là, les deux personnes, Patrick Tabouret, c'est le président USPO des Hautes-Alpes, et Philippe Bonnefoy, qui est en haut, et c'est le président de l'USPO du Vaucluse. C'est mon patron, en fait. Hein. Voilà. Donc, vous avez vu toute cette équipe de tout âge, avec de l'expérience, de la jeunesse. On va tous dans le même sens. C'est ce qui nous caractérise sur cette liste, quoi. Petit point quand même, on va rappeler rapidement quand même les URPS, l'importance de ce vote qui va avoir lieu à la fin du mois. Tous les gens que vous voyez ici là sur l'écran, si vous nous faites confiance pendant ces élections-là, ils vont vous représenter dans chaque département, au niveau des commissions paritaires locales, régionales, et ensuite au niveau national, ça sera la représentativité nationale qui est en jeu par ces élections. Ensuite, les élections URPS, vos élus, les personnes que vous choisirez, ben, ils ont un programme avec des expérimentations à faire, avec des idées à lancer. Voilà, on va vous les exposer très rapidement maintenant. Vous avez de disponible au niveau du webinar un chat. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On y répondra tout au fur et à mesure de notre exposé là. Voilà, donc on va commencer par refaire un petit tour de table. Chacun va présenter un petit peu notre profession de foi, ce qu'on avait envie de présenter pour ces élections et dans quel sens on va aller. Alors on va attaquer avec Marguerite. Allez, je te laisse la parole. Merci Philippe. Donc moi je vais vous parler des CPTS. Donc les CPTS sont un sujet qui me tient à cœur puisque je porte un projet en ce moment même. Donc c'est beaucoup dans la dynamique. Alors ça peut paraître parfois un peu ardu. Donc je vais essayer d'être la plus claire et la plus synthétique possible. Hein. Donc voilà. D'abord qu'est-ce qu'une CPTS hein, juste pour rappeler pour ceux qui n'ont pas encore ne se sont pas encore bien documentés. Donc, c'est une association de professionnels de santé libéraux créée par les professionnels de santé et pour les professionnels de santé. Donc, il faut aussi savoir que dans le cadre du plan Ma Santé 2022, le gouvernement prévoit la création de 1000 CPTS à terme et qu'à défaut, elles pourront nous être imposées. Donc, face à cela, on avait deux choix. Un, c'est de rester passif et de regarder les choses se faire. Et deux, ben, c'est d'anticiper, de s'adapter et d'être acteur pour justement essayer de faire évoluer notre profession. Donc, évidemment, j'ai choisi la deuxième solution. Alors, pour être un peu brève, hormis les missions obligatoires des CPTS qui nous impactent et nous concernent de toute manière de près ou de loin, je pense qu'il faut considérer les CPTS comme un nouvel outil de travail qui va nous permettre de valoriser nos actes et notre profession. Hein. Ce n'est pas parfait, certes, mais ça a le mérite d'exister. Le patient est au milieu du système, tout est fait pour lui offrir un parcours de soins fluide. Surtout pour nous, ça va nous permettre que nous ayons toute notre place hein, dans la santé, de développer et d'affirmer ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire le soin de premier recours, que nous faisons en partie et qui doit nous être rémunéré. Hein, et sur ce point-là, je pense qu'on y travaillera pour que ce soit le cas. Ça doit nous permettre aussi de retrouver notre rôle. Par exemple, je prends juste un petit exemple que tout le monde vit ou a vécu déjà, je pense. C'est de limiter les interventions des non-professionnels de santé dans le parcours, pour ne pas citer les prestataires. Donc, je pense que chacun de nous a vu s'envoler des patients en sortie d'hôpital. Donc, je pense que là, ça concerne tout le monde. Voilà, donc je crois aussi que si nous sommes tous là ce soir, ben, c'est parce que nous sommes conscients que la société change, que les attentes et les demandes changent, les mentalités changent, et que face à ça, notre façon de travailler doit aussi changer et s'adapter pour évoluer. Voilà. Alors, les CPTS, ce n'est pas parfait, je l'ai dit, ça demande du travail. Hein. Ceux qui l'ont déjà fait l'expérience, ont fait l'expérience pourront en témoigner.
C'est pas facile, ça demande du temps, de l'engagement, mais ça vaut la peine. Et pour conclure, je dirais que c'est pour cela que cette équipe qui mêle, comme disait Philippe Vandeville, expérience, enthousiasme et jeunesse, à travers l'URPS, nous avons la volonté ferme de vous accompagner, donc d'accompagner tous les pharmaciens dans la création et le suivi des projets, ainsi que dans l'exercice coordonné au sein des CPTS, ce qui pour l'instant n'a pas été fait. Voilà, je vous remercie. Merci Marguerite. Donc vous l'aurez compris, on va créer des boîtes à outils pour que tous les pharmaciens de tous les territoires puissent piocher dedans et suivre ces CPTS. On continue sur la CPTS avec Marie-Laure. Oui, alors moi je me bats, je fais partie de la CPTS Grand Avignon, je me bats pour la créer en ce moment, au milieu de tous les autres professionnels. Et pour cela, on dispose, nous, pharmaciens, de protocoles de coopération interprofessionnelle. Ces protocoles, ils sont déjà validés par l'HAS, ils sont prêts, et ils nous permettent la prise en charge, par exemple, d'une angine, d'une infection urinaire, d'une varicelle, en l'absence du médecin traitant. Si nous sommes élus, en fait, notre rôle, ce sera de nous battre pour les intégrer, les déployer dans toutes les CPTS du territoire et à l'avenir dans tout le territoire. Voilà. Merci Marie-Laure. En parlant de territoire, on va laisser la parole à Pierre. Ces territoires sont importants pour les CPTS, vous l'avez bien compris, c'est notre actualité syndicale. L'actualité du quotidien, elle est traitée par les syndicats, c'est très bien fait. C'est un travail qui est en cours. Ces CPTS, effectivement, on s'y intéresse parce que ça va être des laboratoires à idées. Ces laboratoires à idées, on a parlé de protocoles, par exemple pour la cystite, ça peut être pour la rage de dents. Et il y a de grandes chances qu'on ne puisse pas admettre qu'on puisse avoir une cystite traitée d'une certaine façon à un endroit et traitée d'une autre à 50 km de là. Donc, c'est la loi qui va traiter la plupart des choses et ça, c'est grâce à l'activité syndicale qui a été faite en amont. Mais ce laboratoire à idées des CPTS va élaborer de nouveaux protocoles. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui se blesse avec une tronçonneuse, eh bien, si on est à Josier ou si on est à Aix-en-Provence, le pharmacien qui va être en première ligne ne réagit pas de la même façon parce qu'il n'a pas le même environnement médical. Et il y a sur les territoires, il y a des problèmes particuliers d'environnement médical auxquels les CPTS doivent répondre. Tout ce travail-là, fait localement sur les territoires, doit amener une synthèse et doit amener une pratique, une communion de pratiques. C'est justement le rôle que devra avoir, à mon sens, en tout cas je m'engagerai à avoir ce rôle-là, que d'arriver à harmoniser ou à trouver des manières de faire qui permettent aux gens d'être traités en fonction du territoire de manière à peu près homogène. C'est ce laboratoire à idées que les CPTS vont pouvoir émulsionner, faire mousser et arriver sur de nouveaux métiers, de nouveaux soins de premier recours. Voilà pour la territorialité, ce que j'en pense. Et en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui me motive vraiment. Merci Pierre. Jean-Luc, es-tu là? Oui, tout à fait. Je suis présent, je suis bien là, même si vous ne me voyez pas ce soir. L'idée de l'USPO pour les recours primaires, c'est d'être reconnu par les pouvoirs publics et indemnisé par la sécurité sociale pour les actes que nous faisons tous les jours. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'un gamin se fait mal ou même un adulte, le samedi, par exemple, ça serait bien sûr de le prendre en charge et de l'orienter et d'être payé pour cela. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on fait des actes qui ne sont pas rétribués, par exemple enlever une écharde, et demander à ce qu'on puisse, par exemple, pour les infections urinaires, pouvoir donner des antibiotiques pour des problèmes dentaires, par exemple du birodogile. Et puis, ce qu'a demandé aussi Gilles, qui est très important, c'est de pouvoir être aussi payé pour les livraisons que nous avons faites pendant toute la période de confinement, mais pas seulement, parce qu'il nous arrive très souvent de le faire et ça gratuitement. Alors peut-être éviter de toujours faire les choses gratuitement. Voilà.
Merci Jean-Luc. Alors, autre dossier qui nous tient particulièrement à cœur, et un des dossiers phares de notre profession de foi, c'est la sortie hospitalière. Je laisse la parole à Patrick pour ça. Voilà, alors on a tous comme exemple, on a tous l'ordonnance d'un patient qui sort de l'hôpital et il a besoin d'oxygène. On sait que, on lui dit, on voit que le patient a besoin d'oxygène. On lui demande s'il a besoin qu'on le fournisse. Eh bien, il nous dit, ben non, tout est déjà installé à la maison. On n'a jamais vu, moi, ça fait 20 ans que je suis installé. J'ai eu trois officines en tout dans mon parcours. J'ai jamais vu d'ordonnance venant d'un pneumologue concernant un aérosol, encore moins de l'oxygène. Souvent, je suis appelé par des prestataires qui vont me dire avancer ces médicaments. Le matériel médical, non, c'est pas la peine, on a déjà notre prestataire. En fait, ce qu'on remarque, c'est que à l'hôpital, nous sommes déjà mis hors course. Or, nous sommes des professionnels de santé. Il ne faut pas l'oublier. Quand on a fait nos études, on a passé pour certains des délus. Donc, un pharmacien, ça ne sait pas faire installer un fauteuil roulant quand la mamie va se casser le col du fémur. Un pharmacien, ça peut installer un lit, bien évidemment, faire installer un lit, mais ça peut s'occuper aussi de nutrition parentérale. On peut aller plus loin. Un pharmacien, ça peut s'occuper des pompes à l'insuline. Ça peut évidemment s'occuper de l'oxygène. Et notre objectif, c'est puisque, comme on l'a déjà dit, l'URPS, c'est un laboratoire. Et si l'expérience dans le laboratoire est positive et que le succès est au bout du chemin, eh bien, ça peut être appliqué sur le territoire national. Donc, pourquoi pas la pression négative? Vous savez, ce sont des systèmes de cicatrisation en fait, accélérés. On fait une pression négative au niveau de la plaie et ça accélère la cicatrisation. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est tenu officiellement par les HAD et officieusement, c'est offert illégalement par les prestataires de services. Donc, on est compétent sur le matériel médical. Il faut un petit peu de travail. On a des partenaires qui sont là aussi pour assurer la permanence. Donc, ce n'est pas parce que vous avez dispensé de l'oxygène à votre patient ou que vous avez fait organiser la dispensation de la pompe à nutrition parentérale que vous allez devoir être dérangé tous les week-ends. Votre partenaire est là pour ça, mais au moins, vous vérifiez que tout est bien, que votre patient que vous suivez depuis 10, 15, 20 ans, eh bien, il est bien encadré et pas par des non-professionnels de santé, des simples commerciaux ou commerçants qui sont en train de métastaser au sein des hôpitaux. Et donc, notre objectif, c'est de récupérer la gestion de tout ce matériel médical et de toute la sortie hospitalière, voilà, avec tout ce qu'il y a de noble là-dedans. On se sort du mercantilisme de simplement livrer du matériel. Non, on est là pour accompagner notre patient. On est compétent dans le médicament, on est compétent aussi dans le matériel. Et on n'accepte pas d'avancer des boîtes de médicaments sur injonction d'un simple loueur de pompe. Voilà, on fait gaffe. Eh bien, l'URPS, ça permet de réguler tout ça. Et notre objectif, c'est de rendre aux pharmaciens ce qu'ils méritent, à savoir la gestion de ce matériel pour le bien. Encore une fois, l'objectif, c'est le patient. Hein. Le patient est au centre des CPTS. Il est au centre de votre pharmacie quand vous l'accueillez. Vous êtes professionnel de santé. Eh bien, il est au centre aussi de vos préoccupations quand son état de santé se dégrade, soit temporairement, soit pour le mener jusqu'à la fin, l'accompagner jusqu'à la fin. Voilà, c'est tout. Alors, vous me direz, là, tout ce qu'on raconte, c'est des choses qu'on a déjà entendues et autres, mais juste pour confirmer,
Sur le territoire du Vaucluse, c'est déjà en bonne voie. Il y a déjà des rapports avec les hôpitaux. Ça se fait déjà. On a déjà une façon de faire pour récupérer ça. Sur plusieurs territoires du Vaucluse, les pharmaciens sont présents dans les services d'urgence, sont présents aujourd'hui sur le terrain pour les pompes à perfusion, en lien direct avec les hôpitaux, font maintenant de la conciliation médicamenteuse avec le pharmacien hospitalier. Si vous voulez en savoir plus, rien de plus simple, il faut aller sur le e-congrès de l'USPO. La vidéo de la table ronde est toujours en ligne et tout est expliqué. Voilà, on part pas de rien, on part sur des acquis qu'on a déjà sur certaines régions et un savoir-faire pour essayer de récupérer à la fois le matériel médical, mais c'est surtout pour replacer le patient dans le parcours de soins, c'est le plus important ça, et d'avoir une fluidité, une continuité et une visibilité sur tout le traitement du patient. Voilà pour la sortie hospitalière. Je vais laisser la parole à Cyril pour tout ce qui est test et dépistage. Il va vous en expliquer un peu plus. Merci Philippe. Les URPS, il faut quand même se rappeler que les URPS doivent servir l'ensemble des pharmacies d'une région. Cette crise nous aura montré quelque chose, c'est que le pharmacien est réellement une des pierres les plus importantes du système de santé, que ce soit pour les patients, que ce soit pour les professionnels de santé. Nous avons délivré des masques, nous avons fabriqué du gel hydroalcoolique quand il n'y en avait pas. Et nous avons testé, et nous testons massivement. Pour rappel, 80% des tests antigéniques réalisés en France le sont en pharmacie. Aujourd'hui, tout ce qui est tracing, tout ce qui est cas contact, ce sont des tests antigéniques. Les tests qui devaient être faits normalement par les médecins généralistes, les tests angines, les généralistes n'avaient même pas à les payer. Les tests leur étaient offerts par l'assurance maladie. Ces tests n'étaient jamais réalisés. Il y a tout un ensemble de tests comme cela qui peuvent revenir dans le giron de la pharmacie. Ce n'est pas pour rien que la biologie, les biologistes dépendent du conseil de l'ordre des pharmaciens. Cela fait partie de notre cursus, cela fait partie de notre ADN. Il y a plusieurs initiatives qui sont menées. Nous sommes en train de travailler avec la ville de Nice pour que Nice soit ville sans sida, avec des tests qui vont être proposés dans différentes pharmacies, à différents points. Ça se fait sur Paris, ça se fait ailleurs. Le but est de pouvoir se réapproprier ces tests et de pouvoir faire en sorte que l'ensemble des pharmacies de la région, PACA, puissent les proposer. Pas uniquement quelques-unes, pas uniquement ceux qui auront entendu parler de l'expérimentation. Le but, c'est que ces tests puissent après déboucher sur un système d'orientation. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, mais l'hôpital est rémunéré 60 € au niveau des urgences pour prendre un patient, ne pas le soigner et le renvoyer vers le médecin généraliste. Pourquoi? Parce que les gens sont complètement perdus. Et ces tests peuvent être une des portes d'entrée pour qu'on puisse orienter les patients vers le médecin. Donc la réalisation du test, mais dans un deuxième temps, la réorientation et pourquoi pas une expérimentation pour pouvoir être rémunéré pour cette orientation vers un praticien ou vers un médecin. L'intérêt est encore une fois de faire en sorte que le pharmacien joue son rôle de professionnel de santé de premier recours. Et si vous avez entendu un petit peu tout ce que l'on vous a proposé, il y a une cohérence là-dedans. On cherche vraiment à prendre le patient et à tout organiser autour du patient. L'orienter pour sa sortie, mais qui dit préparer la sortie hospitalière, dit aussi préparer son entrée. Aujourd'hui, combien d'entre vous réalisent des tests antigéniques avant une visite en EHPAD? Combien d'entre vous réalisent des tests antigéniques pour pouvoir voyager, sortir du territoire? Cette crise aura été catastrophique pour énormément de secteurs, mais elle aura permis, de par la résilience de l'ensemble des pharmaciens, de par cette volonté d'agir et de ne pas subir, ça nous aura permis de montrer à l'ensemble des autres professionnels et à nos institutions que nous étions capables de faire. Il faut maintenant que ces choses hors normes que nous avons été amenés à réaliser pendant la crise, nous puissions l'utiliser pour le reste de la vie avec des troubles d'angine, avec dépistage, cancer colorectal, avec
un ensemble de choses, non pas à la place des autres professionnels, parce qu'il y a beaucoup qui nous accusent de vouloir prendre la place des autres. Non, en partenariat avec, au même titre que en tant que professionnel de santé, et non pas en tant qu'épicier ou pousseur de boîte. Je vous remercie. Je te remercie, Cyril. Bon, alors, juste avant de passer la parole à Gilles, qui s'impatiente de parler de l'actualité, Laurence va nous parler, ben, ça fera le lien, d'une autre proposition concernant la vaccination. Alors, la vaccination, ça fait 4 ans déjà qu'on vaccine. Il y a eu 2 ans d'expérimentation dans 3 régions. Et puis, depuis 2 ans, c'est étendu à toute la France. Et on peut vraiment dire que c'est un très beau succès pour nous. Surtout cette année, on a, avec ce qui s'est passé, les ruptures qu'il y a eu, on a vraiment montré la force de notre maillage officinal, de notre réseau officinal. Je vais vous donner 2 chiffres. En une semaine, on a vacciné quand même 1,4 million de patients. Et en 6 semaines, on en a vacciné 3,7 millions. Donc vraiment, on est là pour ça, quoi. Vraiment, il fallait, et on a bien fait de se battre pour obtenir la vaccination pour le vaccin Covid. L'UPSO s'est beaucoup mobilisé depuis janvier. On a enfin, ça y est, on a le droit. On a obtenu le droit de prescrire et d'injecter tous les vaccins Covid, sauf le Pfizer pour le moment, mais justement, l'UPSO s'y attelle parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas ce vaccin. Les frigos qu'on a, c'est exactement ceux qu'il y a dans les centres de vaccination, donc on se bat pour avoir cette autorisation-là. Bon, depuis 2 jours, enfin, je pense que vous le voyez aussi. Moi, dans ma pharmacie, j'ai déjà des listes d'attente. Les gens attendaient ça, viennent spontanément nous voir. Et ça me fait un petit peu rigoler parce que il y a 2 jours, j'ai un médecin qui est venu et qui m'a dit, vous allez voir, ça va être difficile, hein. On a du mal à les convaincre, hein, de se faire vacciner. Et là, nous, depuis 2 jours, ils viennent tous, quoi, hein. Oui, on veut se faire vacciner par vous. Donc, c'est bien, c'est bien. Alors demain, qu'est-ce que l'UPSO demande? Eh ben, par rapport à la simplification du calendrier vaccinal, c'est d'obtenir le droit de vacciner ceux qui sont dans ce calendrier vaccinal. Voilà ceux qu'on demande aujourd'hui. Merci Laurence. Je vais, avant de laisser la parole à Gilles, un petit mot de conclusion. Vous avez vu toute cette équipe-là, c'est des pharmaciens de terrain, comme tout le monde. On est présent sur tous les territoires, on va travailler sur tous les territoires et pour tous les pharmaciens. Et le mot de la fin pour les élections URPS, c'est vous avez aimé, j'aime bien ce truc-là, vous avez aimé l'USPO en ces temps de crise. Regardez encore le dernier webinaire de dimanche. 1000 connexions, on n'a pas pu en accepter plus parce qu'on n'avait pas prévu autant. Eh bien, continuez à nous faire confiance de la sorte et vous allez voir le sourire que Gilles va nous sortir. C'est merveilleux. Voilà. Je te laisse la parole, Gilles. Tu t'impatientes. Mais tu as vu, on arrive presque à avoir ce droit, hein, presque. Hein. Je vous ai trouvé extrêmement pertinent, fluide, concis et très clair. Donc, je vous en remercie. D'abord, je voulais dire que quand on a la chance d'avoir une équipe comme la vôtre, eh bien, on ne peut que lui faire confiance. Parce qu'on voit bien que dans vos expressions, dans la façon de vous exprimer votre vision du métier, on voit que c'est quelque chose qui est chevillé chez vous, qui est ancré chez vous, et vous avez envie de le faire partager à tous les pharmaciens de la région PACA. Donc moi, je sais qu'on peut vous faire confiance, je vous connais les uns les autres, on a déjà beaucoup échangé, on a déjà beaucoup travaillé, et je sais que vous porterez ces promesses que vous êtes en train de faire pendant les 5 ans pour développer le métier dans la région PACA et de faire cette promotion sur tous les territoires. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, on arrive à un moment de bilan, hein, c'est 5 ans de convention, et donc on va repartir pour les 5 prochaines années. Et on avait pris un engagement avec l'USPO, c'est, en vous ayant consulté tous, c'est de réformer ce métier. Et on avait 2 chantiers importants.
la réforme du modèle économique qui était complètement en train de nous envoyer dans le mur en étant lié aux boîtes et à la marge commerciale. Donc, on était dépendant des baisses de prix et des baisses de volume. Donc, il fallait réformer. Et ensuite, d'élargir les compétences des pharmaciens et de les faire reconnaître et rémunérer. Donc, sur le premier chantier de l'économie, eh bien, on a réussi. On a réussi, vous nous aviez dit décrochez-nous des prix et des volumes, c'est ce qu'on a fait. On a réduit la marge, ce qui nous permet de nous protéger des baisses de prix. On l'a modifié avec des honoraires qui sont liés à l'acte de dispensation, qui sont indépendants des prix et des volumes. Et on a récupéré 400 millions d'euros de marge supplémentaire en 3 ans pour le réseau. Et si nous étions restés sur l'ancienne marge, nous aurions perdu 900 millions d'euros supplémentaires. Donc autant dire qu'on allait fermer et continuer à ce qu'on connaissait il y a encore quelques années, c'était les fermetures de pharmacies, 200, 250 tous les ans. Et ça, on ne l'entend plus. Ça prouve bien que l'économie va mieux et qu'on a réussi la réforme. Et ce qui était difficile dans cette réforme, c'est d'en faire bénéficier tous les pharmaciens. C'est qu'aucune pharmacie, petite, grande, en milieu rural, en centre-ville, etc., ne perde de la marge à cause de cette réforme. Eh bien, nous avons pris des garanties avec l'assurance maladie et obtenu que la répartition de cette marge supplémentaire bénéficie à toutes les officines. Maintenant, on entend les experts comptables, on entend les statisticiens à la fois de l'assurance maladie, d'Alcuvia, de Oxfam, des logiciels, SmartRx, LGPI qui font les simulations et qui vous disent, eh bien oui, la marge a augmenté. Et bien évidemment, bon, il y en a qu'un qui dit l'inverse, c'est normal, il est en campagne électorale, donc il a choisi la voie de la contestation, il conteste les chiffres, il conteste tout, pour essayer de faire croire que c'est lui qui a raison contre tout le monde. Je vous souhaite bon courage, parce que quand ça va mieux, il faut pas mettre les pharmaciens avec la tête sous l'eau. On doit dire la vérité. Et quand ça va bien, il faut le dire et ça fait du bien, plutôt que de faire croire que tout va mal. Et heureusement, ce que nous disent les experts comptables, ils disent heureusement que vous avez changé de modèle économique. Parce que si vous étiez resté avec ce modèle économique en 2020 avec la crise, il y aurait eu 10% de pharmacies par terre. Donc, heureusement que vous l'avez réussi, que vous l'avez fait. Sur la partie métier, eh bien, depuis qu'on a pris le leadership de la vie conventionnelle, eh bien, on voit le métier progresser à une vitesse que je n'aurais jamais imaginée. L'accompagnement du patient, le suivi thérapeutique, les tests antigéniques, les trodes anti-angines, tout ce qui est dépistage et prévention, la vaccination, le renouvellement des ordonnances pendant la crise Covid. On voit bien que ce métier est en train complètement de progresser. Et chaque fois qu'on fait quelque chose, on ne le fait pas gratuitement. Parce que ce qui est gratuit, ça n'a pas de valeur. Donc, chaque fois, on négocie, pied à pied, la rémunération pour les actes et les nouvelles missions que l'on nous confie. Et on va nous en confier d'autres. Parce que ce qu'on a montré à travers la crise, cette capacité à être efficace, cette capacité à répondre aux défis, eh bien, ça va laisser des traces positives. Vous savez, je raconte toujours cette anecdote. J'ai un coup de fil du ministère qui me demande, Monsieur Bonnefond, est-ce que vous êtes prêt à faire des tests antigéniques? Ah, je dis oui, bien sûr. Je dis, mais avec le prélèvement salivaire. Ah non, non, il ne me dit pas prélèvement salivaire, nasopharyngé. Ah, il y a, ça va être un petit peu plus compliqué. Et j'ai un conseil d'administration ce soir et je vais leur poser la question. Là, j'ai un conseil d'administration qui, à l'unanimité, dit, ah non, c'est trop important, on va se former, on va faire le boulot et on va relever ce défi. Mais quand vous avez un conseil d'administration de cette qualité, aussi clairvoyant à l'USPO, je peux vous dire que vous pouvez avoir confiance dans ce syndicat. Sur les évolutions du métier, on n'a pas fini. Nous, ce que l'on veut, premièrement, c'est ce que ont expliqué Pierre et Jean-Luc, le premier recours. Quand on rentre dans une pharmacie, on rentre dans un espace santé. Et on a affaire au pharmacien qui est le spécialiste du médicament et qui va pouvoir vous accompagner. Eh bien, il faut qu'on rémunère tous ces conseils
que nous donnons, les faire prendre en charge. Oui, quand on rentre pour une angine, quand on rentre pour un rhume, quand on rentre pour une gastro, pour une dermatose, eh bien, le pharmacien prend ses responsabilités, vous conseille des médicaments, sauf que ces médicaments, eh bien, le patient est obligé de les payer. Donc, celui qui ne peut pas les payer, il va à l'hôpital. Celui qui ne peut pas les payer, il attend que le médecin, 2 jours après, lui donne un rendez-vous. Eh bien, il faut mettre ce parcours à égalité. On n'a pas à pénaliser le patient parce qu'il a choisi la porte pharmacie. Et on a aujourd'hui les moyens de donner des conseils avec des médicaments de qualité, mais il faut aller encore plus loin. Oui, la phosphomycine, pour la cystite, il faut y aller. Oui, pour la rage de dents, il faut pouvoir donner un antibiotique et un antalgique de niveau 2. Oui, il faut qu'on nous autorise à enlever des échardes. Oui, il faut qu'on nous autorise à enlever des tiques. Oui, quand on fait un stéristrip, eh bien, on fait notre boulot et on doit être rémunéré pour ça et couvert par notre assurance. Il n'y a aucune raison que nous soyons pas considérés parce qu'on rend service à la population et on évite l'encombrement des urgences et on évite que les médecins qui sont déjà débordés soient désorganisés dans leur rendez-vous parce qu'ils sont obligés de prendre des soins non programmés et ils n'y arrivent plus. Donc on doit reconnaître cette porte d'entrée, premier recours, parcours de soins officinels. Sur le dépistage, ben, oui, tout. Nos confrères corses, avec l'URPS qui était présidé par l'USPO, dépistage du cancer colorectal. Dans les Hauts-de-France, dépistage du risque cardiovasculaire. Dans l'île de France, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, là aussi présidé par l'USPO, l'apnée du sommeil, le diabète. Donc tout ça, ce sont des pistes qui nous permettent d'élargir les compétences du pharmacien et de répondre aux besoins des patients. Bien sûr, l'accompagnement, le suivi, l'adhésion au traitement sont absolument indispensables. On a simplifié les parcours, on a simplifié le paiement, c'est plus des roses, c'est des actes. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Quand on dit qu'on ne veut pas être pousseur de boîte, et on n'est pas pousseur de boîte, c'est qu'on permet à un patient de le prendre dans sa globalité et de le faire adhérer à son traitement. Et ça, Amazon, il peut venir, il sait pas le faire. Nous, on sait faire ça. Par contre, pousser des boîtes, Amazon, il sait faire mieux que nous, moins cher. Donc le danger, il est clair, il est là. Donc nous, on doit apporter une plus-value visible par rapport à notre métier. Sur la rémunération, bien sûr, on va continuer à demander des revalorisations. On va continuer à aller dans le sens qu'on a engagé. Et un des premiers axes, c'est la mise en évidence des interventions pharmaceutiques. On a déjà commencé avec la dispensation adaptée, où quand même on écrit quelque chose de conventionnel en disant que quand le patient n'a pas besoin de médicaments et qu'on ne le donne pas, le pharmacien il est rémunéré. Parce qu'il a fait son boulot de bon usage. Vous voyez comment on change complètement de perception du métier de pharmacien et je dirais de dynamique qu'on est en train de créer. Quand vous avez une ordonnance où vous avez un doute, c'est bizarre, l'hôpital a enlevé le furosémide et les médecins le remettent. Qui a raison? Vous allez passer un quart d'heure à téléphoner, à vérifier, à poser la question et à faire votre boulot. Qui voit ça? Rien, personne, il reste une facture à la fin. Donc on doit identifier toutes ces étapes où on fait un travail de sécurité parce que voilà, on échange avec les médecins pour sécuriser la dispensation. Et ça s'appelle une intervention pharmaceutique. Ça, on l'a introduit dans la convention, on doit l'enrichir d'autres interventions pharmaceutiques que l'on a déjà définies par les sociétés savantes et que l'on va pouvoir mettre en évidence. Sur le dépistage, le sevrage tabagique doit être initiateur du traitement. Pourquoi avoir une prescription d'une infirmière? À quoi ça sert? Arrêt du tabac. Oh, on peut très bien le faire, ça. Et nous, derrière, bien évidemment, c'est faire des entretiens motivationnels pendant 6 mois pour permettre à ce patient à qui on a mis en place le sevrage tabagique pour qu'il puisse avoir le maximum de chances de réussir et d'arrêter de fumer et de ne pas reprendre au bout de 6 mois. Ça, c'est du bon boulot. Ça, c'est de la prévention. Vous avez parlé des équipes de soins primaires, des CPTS. Oui, c'est l'avenir. Donc, la boîte à outils que vous allez mettre en place pour aider les pharmaciens à les constituer, mais également à les remplir. C'est-à-dire qu'il y a des protocoles.
qui vont être mises en place dans ces équipes de soins primaires et dans ces CPTS, c'est-à-dire l'interprofessionnalité, l'échange avec l'hôpital, la récupération du matériel médical. Là, je voudrais en profiter pour saluer Michel Siffre, voilà, qui a été très actif sur la région PACA pour que ce dossier, le matériel revienne au pharmacien et que le patient ait le choix de désigner son pharmacien pour le matériel médical. Et Michel Siffre nous a rejoints. Il a fait des choses très intéressantes sur le Vaucluse et le Var, et les pharmaciens ont vu le matériel revenir. Donc il n'y a aucune raison que ce dossier s'arrête. Et donc s'il est venu avec nous, c'est parce qu'il sait que pour nous c'est un dossier prioritaire. Mais on ne s'arrête pas au lit, on ne s'arrête pas aux cannes anglaises, on ne s'arrête pas au petit matériel d'orthopédie. Nous, ce qu'on veut, c'est des pompes à insuline. Ce qu'on veut, c'est des appareils à pression positive continue. Les CPAP pour l'apnée du sommeil. Ce qu'on veut, c'est la perfusion. Pourquoi on est exclu aujourd'hui de ça? Qui a décidé qu'on était incompétent pour ça? Donc, il faut arrêter avec. On est capable de le faire. Il faut bien sûr faciliter le travail de l'hôpital. Il faut être capable de mutualiser pour faire du 24 heures sur 24. Mais les prestataires, ils sont au service des pharmaciens, ils ne sont pas au service des patients. Voilà la différence. Et nous, on se bagarre, on ne veut pas qu'ils deviennent professionnels de santé. Nous, on est très clair là-dessus. C'est nous les professionnels de santé, pas les prestataires. Et après, l'USPO, ça a des valeurs. La première valeur, c'est bien évidemment les 3 piliers de la profession. Nous, le monopole, chaque fois qu'on nous a cherché sur le monopole, on nous a trouvés. Et chaque fois, on a gagné la partie. Quand on nous a cherché sur les règles d'installation, en disant, voilà, le maillage, vous êtes trop nombreux, ça coûte trop cher, on nous a trouvés pour expliquer pourquoi le maillage était important. Et puis nous, on est contre l'ouverture du capital. On ne veut pas de capitaux extérieurs dans la profession, ce serait le meilleur moyen de détruire le réseau officinal. Je suis très étonné de voir que la FSPF s'est alliée à l'UNEPF. L'UNEPF, clairement, il y a 5 ans, était pour l'ouverture du capital, a présenté un livre blanc où il expliquait que la seule solution possible pour la profession était l'ouverture du capital. Eh bien, on a gagné contre eux. Et vous avez voté contre eux. Pourquoi la FSPF s'allie à eux? Pourquoi elle les ressuscite alors qu'ils ne sont plus représentatifs? Sinon, pour faire une carambouille électorale, pour essayer de grappiller quelques voix. Mais quand on n'a pas les mêmes idées, on ne s'allie pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc nous, on est toujours contre l'ouverture du capital et on ne bougera pas là-dessus. Nous, on n'a pas envie de devenir comme les biologistes, hein, ça ne nous intéresse pas du tout. C'est comme ça qu'on détruit une profession. Je leur souhaite bon courage pour la suite. J'en profite pour dire à Stéphane Pichon, qui vient d'arriver et que je vois, que devant tous les pharmaciens de PACA, je le remercie. Parce que je me rappelle que quand on a gagné cette partie contre Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie, c'est avec Stéphane qu'on a fait la première réunion à Marseille. C'est avec Stéphane qu'on a mis le thermomètre pour savoir si la profession allait être mobilisable. Et vous m'avez rempli l'amphi de la fac qui était bondé. Et là, on a compris, après cette réunion, on allait être capable de faire de belles manifs pour tourner la page de la dérégulation du réseau pharmaceutique. Et moi, je ne remercierai jamais assez Stéphane, parce que c'était pas facile pour lui, parce que c'était assez compliqué, parce que tout le monde se posait des questions en se disant on ne gagnera pas cette partie. Bien quand on a, je dirais, le caractère des gens du Midi, on n'abandonne pas la partie comme ça. Et c'est vrai que ça nous a donné une pêche, cette réunion à l'Amphi de Marseille, qui nous a permis de tordre ce projet de loi qui était pour les uns et les autres déjà acté et terminé, puisque c'était même l'Europe qui nous l'imposait. Donc merci Stéphane. Je me rappellerai toujours de ce moment où on a fait tourner la partie. Oui Stéphane, tu crois que tu veux parler? Il faut que tu ouvres ton micro. Ton micro, Stéphane. Juste voilà. Sous la flèche rouge.
Vous m'entendez? C'est bon? Ouais, je remercie Paul, le grand technicien parisien, là, de m'avoir permis de rentrer dans le webinaire parce que j'avais un petit peu du mal à avoir le logiciel. Moi, d'abord, je suis toujours admiratif des gens qui se battent pour notre profession. Et vous savez à quel point je me bats aussi, je ne m'admire pas tout seul, c'est pas ce que je voulais dire, mais avec des manières différentes, c'est-à-dire que autant la manière syndicale, la manière ordinale est différente, mais aujourd'hui on a tous, on va dire, des objectifs communs. Et tu le disais tout à l'heure, Gilles, sur l'histoire de la pharmacie, moi je sais que je suis sidéré qu'un pharmacien ne fasse pas un pansement à quelqu'un qui s'est blessé dans la rue. Parce que ça fait partie, le Code de la santé publique dit portez secours aux personnes en fonction de vos connaissances. Je pense qu'aujourd'hui, les connaissances d'un pharmacien sont suffisantes pour pouvoir faire un pansement dans la rue, même de quelqu'un qui s'est blessé. Moi, je vois dans ma pharmacie, pourtant je suis en plein centre-ville de Marseille, j'ai des gens qui arrivent avec des blessures. La dernière fois, il y en a même, il était tombé de l'escalier, il devait être bourré, je pense. Hein. Il est arrivé, on a dit qu'il avait pris un coup de hache sur la tête, il ne voulait pas aller à l'hôpital, tout ça, bon, on l'a soigné. Donc, mais quelque part, ça fait des années qu'on doit quantifier tout cela et qu'on a du mal à le faire parce qu'on le fait tellement rapidement, spontanément entre nos tâches qu'il faudrait un petit cahier et puis un jour vous l'envoyez comme on avait fait la pétition il y a quelques années pour dire voilà ce qu'on a évité en temps horaire d'urgence. Moi, je suis vraiment désolé, mais ce soir, c'est les 80 ans de ma maman. Donc, je ne vais pas pouvoir rester avec vous, mais je tenais à y être. Vous avez vu qu'avec Gilles le sait, parce qu'il est intervenu, on va dire, avec Karine et Pierre Béguerie et son confrère syndicaliste au niveau des négociations pour la vaccination. Vous vous rendez compte, moi je le dis, j'étais hier à Paris au Conseil national, je leur ai dit, mais on a été extrêmement maltraités, voire quelque part un peu humiliés dans l'absolu. Parce que quand on voit que les pompiers ont eu les vaccins, que ça n'a pas fait lever le petit doigt de Jean-Paul Hamon. Quand on voit que bientôt, c'est les chevaliers du fiel qui pourraient faire les vaccins, mais si ça continue avec les municipaux. Et nous obtenons les vaccins et on voit d'un coup le scandale se lever. Donc, je vous le dis, nous nous sommes battus pour la santé publique et pour les patients, pour l'accessibilité. Moi, ce qui m'a rendu fou, c'est de voir un bus qui partait pour amener des gens dans des vaccinodromes. Et derrière le bus, il y avait la croix de la pharmacie qui clignotait, alors qu'on était en pleine campagne de vaccination antigrippale. Donc, on a obtenu quelque chose. Je vous en conjure, mon cher confrère, allez jusqu'au bout, vacciner, montrer qu'on est capable. On l'a montré pour la grippe. Il faut vraiment que le Covid soit entre guillemets, l'estocade dans la vaccination, si je peux me permettre, pour que l'on puisse dire les pharmaciens, dès qu'ils sont rentrés dans le système, c'est monté en flèche. Parce que je vois aujourd'hui, nous, on n'a pas la publicité dans les premières pages des journaux, comme quand hier, j'ai vu quelque part le DG de l'ARS en photo dans la première page du journal avec la ville de Marseille, les marins-pompiers, tout ça. Je dis donc, pour les libéraux, ils n'en font pas autant. Mais que ce soit les médecins aussi, attention, les médecins, ils ont été… on entend certains râler en disant le gouvernement a répondu aux caprices des pharmaciens. Le pharmacien n'a pas fait un caprice. Hein. La vaccination anti-Covid, lorsque, en plein milieu d'une vaccination antigrippale, on était en plein dans la foulée, c'était presque une ineptie de ne pas nous utiliser. Moi, j'ai toujours dit, et l'exemple que je prends, et Gilles, tu verras, parce que toi, tu l'as toujours dit, je suis beaucoup ton exemple quand tu dis l'ennemi, c'est le Covid, c'est pas le pharmacien, ou c'est pas le médecin, ou c'est pas l'infirmière. Moi, je rappelle quelque chose où les jeunes ont de moins en moins, se rappelleront de moins en moins, c'est la Deuxième Guerre mondiale, où quand on a fait les forces françaises libres, il y avait les communistes, avec les royalistes, avec les extrémistes de droite, avec la droite classique, avec tout ça, et tout le monde a fait la résistance française pour se battre contre un ennemi commun. Aujourd'hui, on doit vraiment aller au-delà de toutes nos diversités et se dire, mais que les libéraux soient unis. On est en train quand même de se faire marcher dessus par toutes les institutions, les administrations. N'oubliez pas que je sais qu'il y a les élections URPS et vous avez chacun des arguments pour valoriser votre action, mais n'oublions pas aussi qu'il y a les élections régionales et qu'il y a les élections départementales et que chacun veut montrer qu'il intervient auprès de ses citoyens. Et la première des choses, c'est que nous disions, mais nous, c'est depuis toujours qu'on intervient. Ce n'est pas juste ponctuellement. Les pharmaciens, ça fait des années qu'ils interviennent. Et comme tu le disais, à terme, il faudra qu'on fasse rémunérer les soins primaires, qu'on fasse rémunérer l'intervention, qu'on fasse rémunérer, comme vous l'aviez fait, la livraison à domicile. Donc, des tas de choses qui sont extrêmement importantes pour notre quotidien. Et
des actions que nous faisons tous les jours, qui ne sont pas, on va dire, quantifiées et reconnues, parce qu'elles sont devenues tellement naturelles. Bientôt, le gars, il se casse la jambe dans la rue, il va à la pharmacie. Donc, on est indispensable dans la société française. Regardez, notre maillage, il est extrêmement important. Il nous a sauvés de l'Europe. Et je pense que, vous voyez, quand on s'est battu pour un truc idiot, hein, la solution hydroalcoolique. La solution hydroalcoolique, pour l'instant, qui l'avons faite en instantané. La réponse à la vaccination, des tas de choses comme ça. On a une réactivité que peu de gens ont, et on a quand même quelque chose qui est important. On est formaté de la même manière que l'on soit pharmacien à Marseille, à Aix, dans les Alpes, à Montélimar, par exemple, ou que l'on soit pharmacien à Lille. Les gens, c'est la pharmacie française. C'est pas des petits indépendants comme les boulangeries, les boucheries, qui sont qui n'ont pas de structure qui les unissent comme nous avons une structure qui nous unit et une formation qui nous unit. Donc moi, je voulais vous dire, merci aux syndicats de se battre pour nous. Comme tu l'as dit, c'est vrai qu'en 2014, septembre 2014, ça avait été un gros challenge parce que moi, on me disait, mais t'es pas dans ton rôle. Rappelle-toi quand on était à Bangkok, qu'on avait commencé à bouger en disant ça va, ça va, ça. On me disait, oui, mais si toi, tu es l'ordre. J'ai dit, écoutez, à un moment donné, on est à la foutre. C'est-à-dire que l'ordre ou pas l'ordre, on est en danger. Donc, il faut y aller, il faut se battre, il faut bouger. Il y a un moment où moi aussi, tout à l'heure, je faisais un test antigénique à une dame à 8 heures à la fermeture. Elle me dit, mais vous êtes le monsieur qui parlait à la radio? Je dis, oui, comme vous, certainement, de temps en temps. Et il dit, ah, mais vous êtes dans la pharmacie? Ben oui, je suis dans la pharmacie. Vous croyez quoi que je ne suis pas un médecin retraité qui fait du syndicalisme pour préférer aider ses ouailles que la population. L'autre, je l'ai en travers, je te le dis. Hein. Je comprends que tu on en a trouvé un qui parlait autant que Gilles. Hein. Ouais, mais juste un petit mot parce que. Gilles, merci beaucoup. Battez-vous, battons-nous, et notre profession a besoin et aussi de temps en temps de concertation quand même, ne l'oublions pas. Donc, vous savez que le politique n'a qu'une envie, c'est diviser pour mieux régner. Et quand on divise pour mieux régner, ça donne des voies différentes. Il y a de temps en temps, il faut arriver à avoir des sujets communs et taper du poing en disant, voilà, vous avez 21 000 personnes qui voient 6 millions de gens passer tous les jours, qui sont derrière et qui peuvent parler. Voilà. Je vais te donner une petite info, Stéphane, comme ça tout le monde va en profiter. Tout à l'heure, il y avait déjà 13 800 officines qui avaient commandé des flacons contre la Covid pour la semaine suivante. Donc, ils ont encore tout mercredi jusqu'à 23 heures pour commander, mais déjà les 13 800 pharmacies, avec la polémique qu'il y a eu, on voit que la mobilisation est importante. Et moi, j'en profite pour rappeler, avant que tu partes, que demain, il y a une réunion importante avec Karine Wolf et Olivier Véran, un webinaire à 20h. Donc, voilà, 1 heure de débat avec Olivier Véran. Voilà, c'est important que vous y participiez parce que plus il y aura de monde connecté, plus Olivier Véran, on verra que la profession est mobilisée. Et moi, Stéphane, je voulais, avant que tu partes, te remercier parce que je sais que tu fais un travail très important dans une région qui n'est pas facile, qui est, voilà, ça fait partie des grosses régions. Et quand on est responsable du Conseil de l'Ordre dans des régions aussi importantes, c'est un métier à temps plein. Et moi, ce que j'admire dans ta façon de gérer l'ordre, c'est que tu es presque syndicaliste dans ce que tu fais. Et que ça, je dirais, ça met un coup de booster systématiquement. Et quand il faut taper du poing sur la table et rappeler les règles, tu es aussi là pour le faire de façon extrêmement habile. Et donc, je t'en remercie parce que c'est comme ça qu'on fait progresser toute une profession et qu'on embarque tous les pharmaciens sur les projets et les défis que l'on nous confie. On travaille très bien avec l'ordre. Très, très bien. Si je fais ça, c'est depuis tant d'années, c'est que je suis toujours autant passionné. Voilà, donc moi, j'ai énormément confiance aux pharmaciens. Vous savez, la confiance en la jeunesse, parce que les jeunes pharmaciens qui arrivent, il faut qu'on soit nous les tuteurs de toute cette génération-là, pour que si on dure depuis tant de siècles, quelque part, c'est que ça doit persister derrière. Et vraiment,
Merci Gilles, merci à tous, Philippe, toute l'équipe, Patrick que je vois pas. Et donc, vous savez que moi, je suis passionné de mon métier. J'essaie de transmettre cette passion aux jeunes étudiants. Et puis, mais si on arrive on a des résultats quand même, hein, en se battant depuis des années. Rappelle-toi, juste la dernière fois, quand on était au ministère de la Santé, pour les DACI, qu'à Marseille, il y avait un truc, j'aurais dit, écoutez, je crois que la semaine prochaine, je vous mets 100 000 aiguilles dans la rue. C'est peut-être pas un discours ordinaire, mais c'est un discours qui a fonctionné. Voilà. Je vous remercie tous. Battez-vous bien pour notre profession. Je vais faire un gros bisou à ma maman parce qu'on est en train d'attaquer le gâteau bientôt. Vous voyez, donc, je vous souhaite une bonne soirée et je peux être présent parmi vous. Voilà. Bon, mais tu lui souhaites un bon anniversaire de notre part. Bye bye. Au revoir. À bientôt. À demain, certainement. À demain. Au revoir. Au revoir, merci. Donc, dans les valeurs de l'USPO, il y avait cette valeur qui était contre l'ouverture du capital. Et puis, il y a une autre valeur, bon, en plus de la pugnacité. Vous avez vu qu'on lâche jamais un dossier. Et quand on gagne pas toujours la première fois, mais s'il faut remettre le couvert 4 fois, on le fait pour gagner et convaincre les pouvoirs publics qu'il faut maintenant arbitrer dans le bon sens. Et la dernière valeur que l'on a mis en évidence, c'est la solidarité. C'est-à-dire que pendant cette période d'année 2020, on ne s'est pas posé de questions à l'USP. On a vu la difficulté dans laquelle se trouvaient les pharmaciens. On n'imaginait pas l'ampleur de la crise. Mais dès le mois de mars, on a mis en place des webinars pour tous les pharmaciens, syndiqués, pas syndiqués, syndiqués, autres syndicats, on s'en fout. Il faut aider la profession. Il faut faire en sorte que le pharmacien ne se sente pas seul, isolé, qu'il soit informé de tout ce qui allait se passer pour l'aider, pour pouvoir communiquer à son équipe et pouvoir tenir le choc. Eh bien, webinar le dimanche, la foire aux questions, les circulaires, les points info, par fax, par mail, etc. On a tout donné pour aider toute la profession. Et franchement, moi, je la remercie, cette profession, parce que je suis très fier d'elle, parce que de tenir un choc comme ça, sans rechigner, en faisant tout pour faire bien son travail, parce que devant nous, on avait des patients qui étaient en difficulté, eh bien, vraiment, chapeau, quoi. Chapeau la profession. Et nous, on a tout fait pour l'aider. Et on n'a pas fait juste des webinars à 2 mois des élections. Et on va les faire encore après les élections, parce que je pense qu'on aura encore de l'information à faire passer et à aider l'ensemble des pharmaciens bien pour faire le mieux possible leur métier et de se sentir soutenus. Et certains ont découvert l'USPO à travers ces webinars, et je ne vous cache pas que l'image du syndicat, de cette façon de faire du syndicalisme, sans calcul, sans arrière-pensée, eh bien, je pense qu'un certain nombre de pharmaciens disent que waouh, ça fait du bien, c'est agréable de se sentir soutenu et solidaire, et on a aujourd'hui des adhésions spontanées de pharmaciens en plus de votre travail, de ce que vous avez fait en région, qui nous remercient et nous soutiennent. Et j'espère qu'ils nous soutiendront pour cette élection, parce que si voilà, vous voulez qu'on aille plus loin dans cette réforme, vous voulez qu'on continue cette façon de faire du syndicalisme, de proximité, à vos côtés, eh bien, si c'est ça que vous voulez pour les 5 prochaines années, eh bien, vous avez la possibilité de vous exprimer et de soutenir les représentants de l'USPO en région PACA pour vous représenter à la fois à l'URPS, aux commissions paritaires régionales, aux commissions paritaires locales, et d'être à vos côtés, dans vos départements, pour que vous ayez des correspondants qui vous aident et vous soutiennent. La foire aux questions, c'est ça? Oui, mais j'y ai pas accès. Il n'y a pas accès. Flavie, est-ce que vous voyez le chat et est-ce qu'il y a déjà des questions? Alors moi, je crois que je peux le voir. Je vois les questions effectivement sur les vaccins contre le Covid. Ouais. Ah, il y a des vaccins, d'accord. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, d'abord, la polémique sur les médecins. Voilà, ils nous font payer l'autorisation de vacciner. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Hein, c'est ça.
Donc, ne vous inquiétez pas. Dans une semaine, c'est fini. Là, ils vont recevoir 760 000 doses. Et à partir de fin mars, il y aura 1,1 million de doses d'AstraZeneca qui vont débarquer. Il y aura du boulot pour tout le monde. Hein. Les chouineurs, on les laisse chouiner. Quoi. Mais aujourd'hui, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que à vendredi, ils n'avaient injecté que 40% des doses qu'ils avaient reçues. C'est pas les frigos qu'on vaccine, hein, c'est les patients. Les frigos, ils n'ont pas besoin d'avoir des vaccins en stock. Hein, c'est pas ça qui va aider pour lutter contre la Covid. Hein. Donc, il va falloir qu'ils s'y mettent et qu'ils arrêtent de stocker pour stocker. Voilà. Et oui, des fois c'est compliqué. Oui, des fois il faut éventuellement ralentir les rendez-vous. Nous, on va être confrontés à ça. Alors moi, ce que je vous invite à faire, bien évidemment, c'est de vacciner le plus vite possible. Plus on vaccinera de personnes, plus vite on injectera le vaccin, plus vite on aura des doses. Voilà. Et nous, on sait comment le faire. Vous avez commencé à faire des listes d'attente. Et vous avez, moi, j'ai 80 personnes hein, qui attendent d'être vaccinées. Ils rentrent tous dans la cible. Hein. Ils sont tous ou à risque de comorbidité ou qui ont plus de 75 ans. Hein. Et ceux-là, on peut les vacciner. Hein. La seule exclusion, c'est les femmes enceintes. Bien sûr, les troubles de l'hémostase, les femmes qui allaitent. Hein. Voilà. Et puis, et pour tous les autres, et puis bien sûr les chocs anaphylactiques, et pour les autres, on a le droit de prescrire et d'injecter. Et le droit de prescription, vous le devez à l'USPO. Parce qu'on l'a mis dans la loi il y a 2 ans, avec un amendement. Et quand on a vu que le pharmacien est autorisé à prescrire et à délivrer tous les vaccins, on n'en revenait pas nous-mêmes que ça a été accepté. Donc voilà, et en même temps, on en profite pour la Covid, et j'espère qu'on récupérera très rapidement le vaccin Moderna, et après, on verra si on arrive à récupérer du Pfizer. On sera certainement en compétition avec les centres de vaccination, mais les centres de vaccination risquent un petit peu de s'épuiser. Puis, ils commencent à coûter cher, et certains qui pensaient être grassement payés sont moins payés. Et donc, ça commence à râler pour les retraités médecins qui y participent. On commence à dire, mince, on va payer des impôts et peut-être on va payer des cotisations sociales. Quelle horreur! Ben oui, quand même, c'est la moindre des choses. Voilà. Donc, on va vacciner contre la Covid. Alors, on va refaire un webinaire dimanche pour de nouveau préciser certaines choses. Bon, il y avait un beau tuto de présentation fait par l'ARS PACA sur la façon d'injecter le vaccin AstraZeneca. Il va y avoir des petites modifications par rapport à ce tuto qui est très bien fait. Mais le fait d'injecter les 0,5 ml d'air au départ n'est pas forcément recommandé parce qu'on peut contaminer la solution qui n'a pas de conservateur. Deuxièmement, on va également déconseiller de préparer les seringues à l'avance. C'est-à-dire qu'il n'est pas prévu que le vaccin soit conservé en contact avec l'inox de l'aiguille et avec le plastique de la seringue. Alors c'est sûr que si vous injectez dans l'heure, c'est pas trop grave. Si vous gardez des seringues pré-remplies pendant 2 heures ou 3 heures, là ça va pas du tout. Donc il va y avoir quelques précisions et puis voilà, on va continuer à réexpliquer, réassurer les pharmaciens. Donc vous, en région PACA, les départements du 13, du 83 et du 06, vous allez recevoir un flacon là à la fin de la semaine. Donc déjà, vous allez pouvoir dès vendredi programmer des rendez-vous pour le vendredi soir pour pouvoir injecter les 11 doses. Déjà, ça permettra de montrer qu'on est hyper réactif et que nous, on ne les stocke pas. Et ensuite, la semaine prochaine, eh bien, il y a déjà 13 400 pharmacies qui ont commandé 2 flacons et 400 pharmacies qui en ont commandé 1. Donc, si vous ne l'avez pas fait, faites-le de suite. Vous vous inscrivez sur le site de l'ARS, déclaration ARS, et là, vous allez pouvoir, parce que ça y est, c'est prévu, identifier votre pharmacie, vous êtes déjà reconnu, et vous dites, je veux 2 flacons, et vous verrez que vous ne pouvez pas taper les médecins parce qu'ils ont fermé les commandes pour les médecins. Donc faites-le, voilà, et récupérez vos 2 flacons, et commencez à
à dire à vos patients que vous allez pouvoir les vacciner, vous les rassurez et vous les appelez 11 doses par flacon. Et le fait de piquer avec l'aiguille qui est déjà montée sur les seringues, de percuter le bouchon et d'injecter avec la même aiguille, ce qui normalement est déconseillé parce qu'on émousse le biseau de l'aiguille, est recommandé, ce qui évite de perdre du volume et ça permet de récupérer 11 doses et certaines ont réussi à en récupérer 12, mais bon, il faut bien qu'il y ait 0,5 ml, on ne peut pas mettre un petit peu moins, mais il y en a quasiment 12 dans le flacon. Donc il y a toujours une liste de patients qui ne sont pas très loin de chez vous, que vous pouvez appeler rapidement pour qu'ils viennent se faire vacciner. C'est rassurant, d'abord qu'ils vous font confiance parce que vous avez des listes d'attente, préfèrent se faire vacciner chez vous qu'ailleurs. Et qui veulent se faire vacciner, ça aussi. Avec la polémique qu'il y a eu sur AstraZeneca, eh bien, ça a complètement changé. Aujourd'hui, tout le monde veut se faire vacciner rapidement parce que c'est le seul moyen que l'on ait pour lutter contre cette saleté de Covid. Donc ça, c'est bien. Nous, on a proposé que les infirmières vaccinent à la pharmacie. On a dit, voilà, si jamais dans un village, l'infirmière et le pharmacien s'entendent, s'il y a 5 flacons à injecter parce que l'infirmière en a récupéré et qu'elle veut en injecter à la pharmacie, pourquoi pas? Pour l'instant, ça a l'air d'être mal parti parce que le Conseil de l'ordre des infirmiers est contre, parce qu'on est un espace commercial, affreux. Mais bon, on va voir si cette idée peut prospérer parce que ça peut être une solution quand on n'est pas nombreux à la pharmacie et qu'il faut vacciner le village, que voilà, il faut se réunir. Et moi, je préfère que ça vaccine à la pharmacie plutôt que de faire des centres de vaccination éphémères sous la coupe des médecins pour faire injecter les infirmières. Voilà, donc, je pense que ça peut être utile, mais pour l'instant, cette idée ne prospère pas. Ouais, Cyril. Gilles, sur le Conseil de l'ordre infirmier est peut-être contre, mais sur le terrain, les infirmières sont demandeuses. Parce que les infirmières, souvent, sont isolées. Et la première réflexion qu'elles ont eue, quand elles venaient à la pharmacie, en parlait, comment on fait pour surveiller les gens 15 minutes? Alors que si on travaille ensemble, et ça, c'est de la vraie interpro, elles font ce qu'elles ont l'habitude de faire, elles vaccinent, et nous, on a aussi la structure pour pouvoir continuer à surveiller. Et on peut travailler ensemble. Et là, aujourd'hui, comme tu le disais, comme disait Stéphane tout à l'heure, l'ennemi, c'est la Covid. Il faut vacciner, il faut vacciner, il faut vacciner. Et plus on sera nombreux et plus on le fera ensemble, mieux ça se passera. Mais sur le terrain, les infirmières sont demandeuses, clairement. Alors, Flavie, je ne vois pas les questions, je suis désolé. Alors, j'ai une question aussi concernant si c'est le pharmacien en fait qui vaccine en centre de vaccination, qui est responsable en fait de la déclaration sur CIVAC? Ça va être à décider, à décider sur place. C'est-à-dire que quand vous êtes en centre, vous allez contribuer. D'abord, il faut être sûr d'être payé. Pour l'instant, si vous êtes payé à l'acte, parce que c'est vous qui injectez, vous devez payer 6,30 € l'acte. Et si vous enregistrez sur la plateforme, alors ça s'appelle plus CIVAC, ça s'appelait comme ça avant, hein, c'est la plateforme vaccin Covid, ouverte aux pharmaciens, hein, vous serez payé 5,40 € supplémentaires. Bon, là, tous les autres peuvent être payés au forfait, les médecins 105 € de l'heure, l'infirmière 55 € de l'heure, et le pharmacien, on a essayé d'obtenir 75 € de l'heure, j'ai l'impression qu'ils sont en train de nous amener à 70 € de l'heure. Vous pouvez y participer, mais ce que je sais, c'est que dans les centres de vaccination, les infirmières se battent pour y être, pour injecter. Donc le pharmacien sera plutôt dans l'administratif. Et comme il sera aussi occupé à vacciner dans sa pharmacie, à part quand ils font des coups de poing le samedi et le dimanche, je ne suis pas sûr qu'on soit très utile dans les centres de vaccination, mais c'est possible, bien évidemment. Moi, je préfère que les pharmaciens se simplifient la vie, vaccinent à l'officine et ne donnent pas l'impression que leur pharmacie ne permet pas d'accueillir les patients. Et les patients, d'ailleurs, ils ne comprendraient pas. Les patients, ils ont envie d'être vaccinés par leur médecin, par leur pharmacien, par leur infirmière, et pas dans un centre où ils connaissent personne.
Donc, faites une belle proposition de vaccination dans votre pharmacie, vous serez plus efficace. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois pas d'autres questions. Je vous invite à les poser. En fait, vous avez un onglet questions ou voilà. Ou alors, on peut, si certains veulent poser des questions en oral, on peut leur ouvrir les micros, je crois. Non, c'est possible ça, mais moi je ne suis pas. Les micros, ça ne fonctionne pas. Hein, on peut ouvrir les micros? On peut faire ça tous, c'est peut-être compliqué. Ce que je suggère en fait, c'est de cliquer sur la petite main, comme ça je saurai qui, et j'ouvrirai le micro à cette personne, si ça vous convient. Tu as tout dit, en fait. Hein. Ouais. Oui. Dimanche, tu as tout dit. En 2 heures, tu as tout dit dimanche. Est-ce que tu en sais plus, Gilles, sur puisqu'on va rester, c'est l'actualité, le Covid, est-ce que tu en sais plus sur le vaccin Pfizer? Est-ce qu'il y a de l'espoir qu'on le récupère? Alors, nous, on se bat pour ça. Mais déjà, on va avoir beaucoup de boulot avec le vaccin de chez AstraZeneca, le Johnson Johnson qui arrive et qui est quand même déjà monté. Hein. Alors, c'est un multidose, mais dans une seringue, apparemment, si j'ai bien compris. Donc, il n'y a pas reconstitué. Et il va y avoir certainement le Moderna. Le Moderna, il se conserve 1 mois dans le frigo, alors que le Pfizer, c'est 5 jours après décongélation. Mais moi, j'ai pas renoncé parce que le Pfizer, il va y avoir des volumes. Le Pfizer, il a l'histoire de c'est pas possible le Pfizer à cause des contraintes logistiques est une foutaise. Le frigo de l'EHPAD, le frigo du centre de vaccination, c'est le même que le tien, quoi. Il n'y a pas de raison pour ne pas acheminer des doses, les injecter dans les 5 jours, même si la reconstitution est un petit peu compliquée, etc. Et tout ça va dépendre de la mobilisation des uns et des autres, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on soit complètement submergé, hein, qu'on n'y arrive pas. Le Pfizer, il faut renouveler à 28 jours, et alors là, il faut bien respecter les dates. L'AstraZeneca, il faut penser que là, on vaccine aujourd'hui, au mois de juin, il faut renouveler. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup amusé, parce que j'ai vu sur un forum de médecins qui gueulaient comme des veaux, en expliquant que les pharmaciens, c'était des salauds. Il y en a un qui a dit, mais merde, si on vaccine au mois d'avril, ça veut dire qu'en juillet, il faut renouveler. Mais quand est-ce que je pars en vacances? Donc on va se marrer cet été, parce que les médecins, ils ratent pas les vacances, hein, ils n'assurent pas un turnover avec leurs confrères. Donc je pense que cet été, on va se marrer, parce qu'on va avoir pas mal de patients qui ont été vaccinés par les Covid, qui vont arriver à la pharmacie. Ils disent, le docteur, il m'a dit de venir faire le rappel chez vous. Voilà, on va y avoir droit. Donc, il va y avoir du boulot. C'est quand même 30, 40 millions de Français qu'il va falloir vacciner. Et avec 2 injections. Hein. Donc, les gars, il y a du boulot pour tout le monde. Hein. Donc, les médecins qui nous ont fait perdre pratiquement 1 mois de vaccination parce qu'ils ont voulu tout garder, ont mené un très mauvais combat. Alors, on verra. Hein. Moi, il faut être pragmatique dans cette affaire. Très pragmatique. Alors, il faut pas que la profession rate le truc. Donc, nous, on va monter en charge progressivement, et on sait que quand on monte en charge, on gagne chaque fois la partie. J'ai un adhérent qui a envoyé une autre question. Il dit qu'un centre de vaccination envoie les patients pour faire leur rappel dans les pharmacies, faire la deuxième injection. Ah, ça veut dire que déjà, ils envisagent de fermer. Voilà. Parce que, bien évidemment, on voit bien, qui c'est qui tient les centres de vaccination? Ce sont les hôpitaux, ceux qui l'ont fait à partir de l'hôpital, et heureusement d'ailleurs que nos confrères hospitaliers se sont impliqués, parce qu'au moins ils ont amené de la rigueur pharmaceutique dans ces centres de vaccination. Et deuxièmement, ce sont les retraités, médecins, qui tiennent les centres de vaccination. Et s'il n'y avait pas les médecins retraités, les centres de vaccination ne tiendraient pas. Alors les gars, ils sont venus pour se faire un petit plus à la retraite, mais au mois de juillet, tu les auras pas. Hein. Les gars, ils vont garder les petits-enfants, ils vont garder les trucs, ils vont partir en vacances, etc. Donc on sait très bien que ces centres de vaccination qui coûtent très cher,
ne sont pas une organisation solide. Donc, on verra bien. Nous, on est toujours, vous savez, la stratégie, elle est simple. Hein. Nous, on est là pour rendre service. Vous avez besoin de nous, on est là. Mais on ne veut pas faire plus que ce que l'on peut faire. Nous, on sait qu'on peut injecter 1 million de doses par semaine en se mettant quand même sacrément au boulot. Voilà. Mais on peut le faire, ça. Voilà, 1 million de doses par semaine, ça commence à dépoter. Hein. Voilà, maintenant que les autres fassent aussi le boulot. Et je pense qu'on va, vous allez voir, les patients, hein, avec la grippe, hein. Vous savez, la grippe, cette année, on a injecté 3,7 millions. Les médecins, 4,9. Les infirmières, c'est 1 million, 1,6 million, je crois, ou 1,7 million. Voilà la proportion. Bon, les médecins, ils n'ont pas progressé. Nous, on a progressé 2,2 millions, et les infirmières, elles ont progressé de 400 000. Voilà, on sait où vont les patients. On leur laisse le choix. Ils viennent chez nous, parce que c'est plus pratique. On est ouvert, qu'on ne fait pas la gueule, et quand on les pique avec le sourire et avec compétence. Voilà. Et on ne dit pas, ah putain, moi j'y arrive plus, hein, oh là là, les médecins, là, ils râlent tout le temps, quoi. Ils sont débordés, ils n'arrivent plus, ils ne peuvent pas s'organiser, ils ne peuvent pas prendre des rendez-vous, et puis c'est compliqué de sélectionner des patients, et puis ci, et puis ça. Oh, ça va les mecs, oh, vous voulez le faire, vous voulez pas le faire. Si vous voulez pas le faire, n'empêchez pas les autres de faire le boulot. Voilà. Ils sont peu pénibles, quoi. Hein. Ils sont malhonnêtes. Il y a encore une autre question, décidément. Les doses qui n'ont pas été prises par les médecins, quand on a été livré, alors qu'est-ce qu'il dit? Oui, est-ce que je peux les utiliser pour vacciner moi? Voilà. Ah, donc, les pharmaciens peuvent utiliser les doses qui n'ont pas été utilisées par les médecins. Voilà. Alors, théoriquement, ils ont été réservés sur le site ARS déclaration pour un médecin. Bon. Moi, ce que j'invite les pharmaciens à faire, c'est à partir du 15, de lundi prochain, d'appeler le Toubib en disant, écoute, j'ai les doses, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux les injecter, pas les injecter, t'es emmerdé, tu veux le faire un petit peu plus tard, etc. Lui poser la question en disant, bon, est-ce que cette semaine, je l'utilise et je t'en commande pour la semaine prochaine? Et voilà, il faut dire que moi, j'en ai pas, il faut bien que, et j'ai plein de patients qui veulent être vaccinés, donc il faut discuter avec le médecin et en gros, dire, voilà, elles peuvent pas rester là. Les doses, elles peuvent pas dormir, quoi. Et c'est vrai que 40% des doses qui ont été injectées, pour moi, c'est grave. Hein, parce que ce qui s'est passé ce week-end, quand même, c'est parce que les hôpitaux ont gardé 500 000 doses dans les frigos non injectées qui étaient réservées aux professionnels de santé qui ne sont pas fait vacciner. Et les mecs, ils planquaient les doses jusqu'à ce que le président de la République dise mais qu'est-ce que c'est cette histoire? On cherche des doses partout, on se démène comme des fous, et les autres, ça fait 15 jours, 3 semaines, même un mois, qui les gardent dans le frigo et qui disent on ne peut pas les rendre, on ne sait jamais, des fois qu'on a une infirmière qui veut se faire vacciner. 500 000 doses. C'est pour ça qu'ils ont fait l'opération coup de poing ce week-end. Et elles sont toutes parties. Hein. Ah. Ils auraient pu en garder un peu pour nous, hein, parce que ça nous aurait évité une polémique avec les médecins, quoi. Ça aurait été plus astucieux. Juste 200 000, ça aurait été sympathique. Il y a un adhérent là, qui nous envoie un message voilà, qui nous dit que l'ARS aurait rouvert là, ce soir, ça vient de rouvrir, les commandes de vaccins pour les médecins via notre réseau à partir du 15, dans la semaine du 22. Alors peut-être pour la semaine du 22, mais pas pour la semaine prochaine. À moins qu'il y ait de bonnes nouvelles et que de nouvelles doses soient arrivées. Ça m'étonnerait. J'ai eu AstraZeneca pas plus tard que tout à l'heure. Pour l'instant, ils étaient toujours aux alentours de 300 000 doses pour la semaine pénible, celle où on démarre la vaccination. D'accord. Quand même, okay. Les médecins, ils auront reçu cette semaine, là, ils vont recevoir 760 000 doses. Alors que les 2 semaines précédentes, ils en ont reçu 400 et 400. Donc 760 000 doses. Et les mecs, ils t'expliquent que c'est dégueulasse qu'ils ne vont pas pouvoir vacciner. Ils auront reçu 1,6 million de doses en 3 semaines. Et nous, on va recevoir 340 000. S'il y a une profession qui devait pleurer, c'était la nôtre. Il y a quand même un sacré déséquilibre. Et c'est eux qui gueulent. Mais pas ils gueulent, hein.
peux vous dire que ça a été rude dans les médias tout hier et tout aujourd'hui, mais l'USPO, nous, on ne s'est pas démonté. Hein. On a dit, les gars, vous n'avez pas injecté tout ce que vous avez pris. Donc, vous avez des stocks, tirez sur les stocks. Et arrêtez de dire qu'on réserve tout ça pour les pharmaciens. C'est insupportable, quoi. Et enfin, leur truc, c'était de dire, ah oui, mais il faut encore gagner une semaine pour pas que les pharmaciens vaccinent, et comme ça, on aura encore des doses. Mais ils les injectent pas. Ils les injectent pas. Ils peuvent pas s'organiser. C'est eux qui ont médicalisé le système. C'est eux qui ont dit d'abord les risques de comorbidité. Comme ça, il y avait que soi-disant les médecins qui savaient que le patient était diabétique et nous, on était assez bêtes pour pas le savoir, alors qu'on lui délivre de l'insuline tous les mois. Ils sont insupportables, quoi. Des enfants gâtés. Alors, j'ai constaté cet après-midi un truc un peu bizarre. Je sers un EHPAD, donc beaucoup de confrères ont eu à subir la paperasse pour remplir les commandes à la traçabilité du vaccin Pfizer, ce qu'on peut comprendre. Et au jour d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que une maison semi-médicale, pas un EHPAD, mais les maisons qui accueillent les personnes âgées à la retraite, hein, des seigneuriales, voilà, s'est fait donc livrer des doses de vaccin Pfizer. Ça a été remis au livreur. Zéro traçabilité de demander, zéro fiche, simplement un mail et la traçabilité pendant le transport, que dalle non plus. Voilà. J'ai pu le constater parce que je l'ai vu de mes yeux vus. Donc, je trouve qu'il y a quand même 2 poids et 2 mesures. Quand c'est les pharmaciens qui doivent gérer, bien, on nous met des contraintes et on sait tracer, c'est notre job. Et que quand c'est d'autres personnes qui sont concernées, eh bien, la traçabilité, ça se fait un peu à l'emporte-pièce. Et c'est pour ça qu'il faut que la profession récupère la totalité de la vaccination concernant le Covid. Voilà, et qu'on ferme ces fameux vaccinodromes qui sont pour moi que des clusters en puissance. Voilà. Ça, c'était mon coup de gueule du soir. Ok. Quand on voit les images des files d'attente dans des grandes villes, ça a été une catastrophe. Hein. Catastrophe. Hein. C'est hallucinant. Les mecs qui sont restés des heures et des heures, les uns contre les autres, en file indienne, à l'entrée du vaccinodrome. Pas top, hein. On a eu des informations concernant la différence d'efficacité parce que les patients demandent souvent pourquoi l'AstraZeneca, j'ai plus de 75 ans, normalement je devrais avoir le Pfizer ou le Moderna. Et on voit que l'Astra a été présenté comme un vaccin low price. Et maintenant, on a pas mal de mal aussi à rassurer certains patients. Est-ce que tu as des infos fraîches à ce sujet? Ouais, en fait, il y a de nouvelles études, notamment l'étude écossaise, qui a justement permis de débloquer la situation et de dire que l'AstraZeneca était efficace, y compris au-delà des 65 ans. Aujourd'hui, les chiffres qui sont donnés par le professeur Fischer, c'est que à partir de la seconde dose, à condition qu'elle soit injectée à 12 semaines, le taux de réponse d'efficacité est de 82%. Et maintenant, apparemment, ça monte à 85%. Donc, grande efficacité, peu d'effets secondaires chez les personnes âgées, un petit peu plus d'effets secondaires chez les jeunes parce que la réaction immunitaire est plus forte. Et donc, il préconise bien, la prise de paracétamol au moment, le jour de l'injection et 2 jours le lendemain, voilà, pour éventuellement atténuer les effets secondaires. Mais quand on voit le volume d'AstraZeneca qui ont été injectés dans le monde, les effets secondaires sont extrêmement mineurs et classiques d'une vaccination. Donc, et puis, il est bien toléré. Voilà, on n'a pas de et je pense que le Johnson & Johnson qui va arriver va être du même niveau d'efficacité. L'histoire des variants, on est rassuré sur le variant anglais. On a une étude qui permet d'être sécurisé sur le variant brésilien et les études sur le variant sud-africain montrent qu'il y a moins d'efficacité, mais il y a efficacité. Donc, on va voir si les Sud-Africains reprennent l'injection de l'AstraZeneca
après avoir fait cette vérification. Donc, on est plutôt rassuré sur l'efficacité et sur les effets secondaires et bien sûr sur les variants. Puisqu'en France, on est déjà à 60% de variants anglais. D'ailleurs, heureusement qu'on l'a eu, le variant anglais, parce que je pense qu'il a empêché les variants sud-africains et brésiliens de prospérer. Je crois qu'il a pris un petit peu la place des autres. Tant mieux. Bon, Gilles, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va conclure. Tu vas garder le reste pour le webinaire le prochain dimanche. Hein. Ouais. Et juste peut-être un petit mot. Continuez à faire des tests antigéniques. Vous avez vu que sur les tests antigéniques, vous avez un arbre de décision qui est sur le site du SPO pour expliquer aux patients l'isolement, qui est maintenant à 10 jours, quand on est dépisté, quand on est contact, hein, les règles sont différentes et on voit que dans les recommandations du ministère, de la Direction générale de la santé, eh bien les tests antigéniques sont préconisés et priorisés pour les patients contacts. Ça permet d'isoler très très vite. Donc, ceux qui vous expliquent que les tests antigéniques, c'est pas bien, ils n'ont qu'à lire le DGS urgent, y compris les laboratoires. Vous verrez que, heureusement qu'on a fait des tests, ça nous permet d'éviter ce que connaissent d'autres pays, comme l'Italie, qui sont en train de faire le yo-yo, les confinements qu'il y a eu en Allemagne. Nous, pour l'instant, on serre les dents, on espère ne pas être reconfinés. Ça a été très tendu début février. Si on n'avait pas fait autant de tests antigéniques pour casser les chaînes de contamination, je pense qu'on y serait passé au confinement du mois de février. Donc, ayez confiance dans ce que vous faites. Je dis toujours que quand vous êtes devant un patient, et que vous lui expliquez ce que c'est qu'un isolement, et que vous passez 5 minutes à lui expliquer que c'est important, etc., ça a autrement plus de valeur qu'un SMS reçu à 21h en disant positif, négatif. Là, je peux vous dire que quand vous êtes devant un patient, vous faites du bon boulot et c'est pas juste j'ai fait un test, c'est simplement vous expliquer au patient l'importance de l'isolement, l'importance de comment se protéger, comment gérer la maison quand il y a un patient positif à l'intérieur de la maison. Ça a énormément de valeur. Merci Gilles. Merci à vous. Juste pour clôturer le webinaire, profitez-en jusqu'au 14 pour aller sur le e-congrès pour voir un peu tout ce que l'USPO fait. Continuez à participer au webinaire du dimanche parce que les infos, elles sont là pour tout le monde. Et si vous avez aimé l'USPO comme ça, eh ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez vu l'équipe dynamique qui est autour de moi. Il n'y a pas photo. Hein. Merci à tous d'être là ce soir. À très bientôt. À bientôt. Et merci à vous tous. Allez, hop, on coupe.